Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le mardi 21 février 2023 et j'interviens devant vous pour commenter les deux événements politiques majeurs qui ont eu lieu dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire le discours de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, ce matin à Moscou, et cet après-midi, le discours du président des États-Unis, Joe Biden, à Varsovie. Alors, les deux discours, évidemment, se font vis-à-vis, puisque la situation est de plus en plus tendue entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Mais il faut partir déjà d'un constat, c'est qu'on n'avait pas affaire exactement au même exercice. Du côté russe, il s'agissait d'une espèce de discours sur l'état de la fédération, comme les présidents des États-Unis font des discours sur l'état de l'Union en début d'année. Donc là, c'est un peu un discours sur l'état de la fédération. C'est un exercice qui, je crois, a été inventé en Russie dans les années 1994, qui n'avait pas eu lieu l'année dernière, et donc que Poutine a refait cette année pour renouer avec une tradition qui, donc, déjà à bientôt une vingtaine d'années, même une trentaine d'années. Ce discours s'est produit devant les députés russes, devant également un certain nombre de militaires, de corps constitués, de journalistes, etc. Donc il y avait une très grande assemblée. Joe Biden, à Varsovie, lui, a fait un discours au cours d'un voyage, donc qui n'était pas un discours s'inscrivant dans une tradition, et a fait un discours tout à fait de circonstance, puisqu'il était allé en Pologne avec un détour en Ukraine pour aller soutenir Zelensky en Ukraine. Donc déjà, c'est pas exactement le même exercice, il faut quand même l'avoir à l'esprit si l'on veut être juste. Ce qui signifie d'ailleurs au passage que le discours de Vladimir Poutine a duré quand même 1h30, alors que le discours de Joe Biden a duré une vingtaine de minutes. Le discours de Vladimir Poutine a balayé toute une série de sujets, puisque c'est en fait l'état de la fédération. Et on pourrait dire, en gros, qu'il y a eu deux grands pôles, deux grands éléments dans le discours de Vladimir Poutine. Un élément international, où il a évidemment parlé de l'affaire de l'Ukraine et de l'engagement militaire russe en Ukraine et vis-à-vis de l'OTAN. C'est la première grande partie de son discours. Il y a une deuxième grande partie qui était beaucoup plus à usage purement interne vis-à-vis du peuple de la Fédération de Russie, où il a parlé d'un certain nombre de décisions, de mesures prises pour favoriser le niveau de vie des Russes, des habitants de la Fédération de Russie, le logement, l'enseignement, la famille, les populations des républiques du Donbass qui ont été agrégées à la Fédération de Russie il y a quelques mois suite au référendum. Donc c'était quelque chose qui était beaucoup plus à usage interne. Alors que le discours de Joe Biden n'était pas spécialement à usage interne des États-Unis. Il n'a pas parlé du niveau de vie ou des problèmes internes aux États-Unis d'Amérique. Il a parlé de la situation internationale. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça et présenté les choses, je crois, de façon honnête, qu'est-ce que l'on peut en tirer ? Chacun peut se faire son opinion. Il suffit d'aller sur mon compte Twitter, par exemple, et vous verrez que j'ai relayé les discours qui ont été diffusés en direct, d'une part sur BFM TV, d'autre part sur France 24. Ils ont été relayés aussi, je crois, sur LCI, etc. Enfin bon, moi j'ai pris BFM TV avec une traduction qui n'était pas formidable pour le discours de Vladimir Poutine, et puis sur France 24 pour le discours de Joe Biden. Donc chacun peut aller se faire son opinion. C'est ça la démocratie. Chacun se fait son opinion en fonction de ce qu'il écoute. Je voudrais d'ailleurs à ce propos signaler, c'est quand même suffisamment rare pour qu'on le souligne, si l'on veut être juste, moi j'ai toujours la volonté d'être juste, il faut quand même reconnaître que BFM TV, et je crois que ça a été également le cas de LCI, ont diffusé le discours de Vladimir Poutine en direct, ce qui est pour le moins un petit peu inattendu compte tenu du parti pris effarant pris par ces chaînes de télévision, plus encore d'ailleurs par LCI que par BFM, en faveur de l'analyse euro-atlantiste des événements. Il faut quand même le reconnaître, ils ont, même s'il y a eu des problèmes de traduction, ils ont quand même diffusé le discours
de Vladimir Poutine en Russie, quasiment in extenso. Alors j'invite toutes celles et tous ceux d'entre vous qui le souhaitent, qui veulent vraiment approfondir le sujet, donc à aller comparer les deux discours. Moi, mon sentiment, c'est celui-ci. On a en fait un monde, un univers qui s'est creusé entre la Russie d'un côté, le monde euro-atlantiste de l'autre. Vladimir Poutine a fait un discours très circonstancié, un discours très engagé, un discours extrêmement riche en informations, en raisonnement, en décisions. J'en parlais tout à l'heure sur la scène politique intérieure notamment. Il a annoncé des mesures en faveur de telle ou telle catégorie sociale de la population russe. Il a fait un discours très riche, y compris sur les questions internationales. Il a développé une analyse de la situation. On peut être pour, on peut être contre, c'est une autre histoire. Mais force est de constater que même les pires détracteurs de Vladimir Poutine ne peuvent pas ne pas reconnaître qu'il a développé une analyse fondée notamment sur l'histoire. Il a parlé de l'histoire du XXe siècle, il a même remonté jusqu'à l'Empire austro-hongrois. Il a parlé également, il a annoncé comment il voyait les choses, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il s'agit en fait de ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre par procuration, par proxy comme on dit, qu'en réalité il s'agit des pays de l'OTAN qui veulent progressivement encercler la Russie puis la démanteler. Il a dit très clairement que l'objectif des États-Unis et de l'OTAN c'était en fait la destruction de la Russie. Et donc son affaire c'était qu'il avait réagi à cela. Alors bien sûr, certains diront c'est n'importe quoi, il est dingue. D'ailleurs, c'est ce que aussitôt les commentateurs sur BFM ont fait, puisque autant BFM a eu... c'est bien, c'est normal d'ailleurs, certains diront, mais c'est en effet bien que BFM TV ait relayé le discours de Vladimir Poutine en direct. En revanche, ce qui est moins bien, c'est les commentaires qui ont suivi, qui étaient des commentaires où il y avait 2, 3, 4 personnes qui... Tous se sont mis à décrire le discours de Vladimir Poutine comme le discours d'un fou, d'un dingue, de quelqu'un de complètement siphonné qui vivait dans une réalité parallèle. Je suis désolé, moi j'ai écouté ce discours. Eh bien, lorsque Vladimir Poutine dit, par exemple, qu'il s'agit d'une guerre qui a été lancée contre la Russie et qu'il s'agit de détruire la Russie à terme, je ne vais pas dire que je suis contre, puisque c'est ce que je dis moi-même depuis des mois. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le dialogue franco-russe qui en est à 540 000 vues, où j'ai montré toutes preuves à l'appui, cette association des nations libres de Russie qui s'est réunie à Prague en juin de l'année dernière. J'ai donné les articles de journaux, j'ai montré qui était présent, y compris l'ancien ministre des Affaires étrangères ukrainien du temps de Porochenko, y compris des officiels américains, et dont l'objectif est de démanteler la Russie. J'ai également eu l'occasion d'expliquer que Mme Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État américaine, a fait récemment des déclarations disant que la Russie était un pays beaucoup trop grand et qu'il fallait le démantibuler, le découper en rondelles parce qu'il ne pouvait pas être aussi grand que cela. Ce ne sont pas des affabulations ni de Vladimir Poutine ni de moi, ce sont des faits qui sont sourcés. Alors, ça peut gêner, mais ce sont des faits. Lorsque Vladimir Poutine a dit par ailleurs que Hitler avait été propulsé par l'Occident, certains vont dire, j'ai entendu, oui, c'est scandaleux. Non, c'est pas scandaleux, c'est la vérité. Renseignez-vous sur l'ascension d'Adolf Hitler. Qui a financé Adolf Hitler? Quel a été le rôle joué notamment par la famille des anciens présidents Bush, avec le père, le patriarche de la famille Bush. Renseignez-vous sur le rôle de Henry Ford, sur le rôle du mouvement qu'avait lancé Charles Lindbergh, etc. Il y avait toute une partie des Américains qui ont facilité l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne. Ce sont des faits historiques. Ce ne sont pas des affabulations. Ce sont des faits historiques. Vladimir Poutine a donc expliqué qu'il s'agissait d'une agression
de l'OTAN à l'encontre de la Russie, et donc il avait réagi. Et il n'y est pas allé de main morte, puisqu'il a dit que l'objectif de cette guerre était en fait la destruction de la civilisation russe. La destruction de ce qu'était la Russie, en fait. Et ensuite, il a fait des dégagements très importants pour comprendre à la fois Vladimir Poutine, mais encore une fois, il faut se retirer de la tête l'idée que la Russie serait dirigée par un dirigeant complètement qui a perdu les esprits et qu'en fait il martyriserait la population. Il y a une opposition en Russie, c'est exact, mais tous les gens qui connaissent bien la Russie savent que Vladimir Poutine est majoritairement, très majoritairement soutenu par la population russe, même s'il y a une opposition exacte. En tout cas, sauf à ce qu'on raconte des mensonges, on peut toujours raconter des mensonges. Mais Vladimir Poutine est beaucoup plus soutenu par une partie beaucoup plus importante de la population russe qu'Emmanuel Macron n'est soutenu par la population française. Il y a un sondage qui a montré que Macron recueillait 32% d'avis satisfaisants. C'est le plus mauvais score de popularité quand on compare après les réélections de Chirac, par exemple, ou de Mitterrand, qui étaient beaucoup plus élevés au bout de quelques mois, au mois de février suivant la réélection. Certains, dont je fais d'ailleurs partie, trouvent que même 32%, c'est beaucoup. En attendant, la popularité de Poutine est très supérieure à celle de Macron en France. Et donc, qu'est-ce que dit Poutine ? Il dit que l'objectif de l'Occident, c'est de détruire la Russie, de détruire sa civilisation et de lui imposer, comme au reste du monde, eh bien, les nouvelles valeurs, si on peut dire, de l'Occident, c'est-à-dire la woke culture, la cancel culture, LGBT, etc. Donc il a mis tout ça dans un paquet cadeau et il a opposé à cela les grandes valeurs transcendantes des religions. Il y avait d'ailleurs des prêtres orthodoxes, sans doute ça devait être le patriarche Kirill de Kirill II qui était dans les premiers rangs. Donc il s'est appuyé non pas seulement d'ailleurs sur l'Église orthodoxe, mais sur les grandes religions, pour dire justement qu'il s'opposait et que le peuple russe ne voulait pas qu'on lui impose justement ça. Il a cité par exemple l'Église anglicane qui veut retirer le genre de Dieu dans les textes sacrés. Ça, il a d'ailleurs été applaudi par la salle. Il a expliqué que la Russie, c'était une civilisation à elle-même, que la Russie, le peuple russe, était redevable de toutes les générations qu'avait fait la Russie, et qu'il était de son devoir de transmettre cette civilisation aux enfants, aux petits-enfants, pour que la Russie, en gros, reste la Russie. Voilà la pensée générale, je ne crois pas me tromper, de Vladimir Poutine, que je viens de présenter. De l'autre côté, Joe Biden n'a pas brossé de vision géopolitique. Joe Biden a fait qu'à 80% dans l'émotionnel. Il a plaint les enfants, les mères de famille, les enfants qui sont désemparés, les enfants qui sont morts, et ci et ça. Donc il a joué de la corde sensible de façon typiquement américaine et surtout de façon typiquement pour enfumer la situation. Parce que là où Vladimir Poutine pointait du doigt le fait que les États-Unis, par exemple, ne cessent que de jeter de l'huile sur le feu sur les armes, etc., Biden n'en a pas dit un mot. Là où Vladimir Poutine a expliqué que les États-Unis voulaient imposer leur vision du monde à tous les peuples du monde et qu'ils comptaient sortir de ce système, notamment par une dédollarisation de l'économie. Il a bien précisé que maintenant, il allait, avec la Chine, etc., avec d'autres pays, tout faire pour sortir de la domination du dollar. Joe Biden n'a pas prononcé le mot dollar. Joe Biden n'a pas prononcé non plus la question des essais nucléaires. Joe Biden n'a pas parlé, ou alors de façon extrêmement allusive, de l'envoi des armes à jet continu en Ukraine. J'ai vu que Joe Biden a stigmatisé la corruption qui sévit en Russie. Il n'a pas tort. C'est vrai que la Russie est un pays corrompu. C'est exact. Mais d'une part, Vladimir Poutine, à la surprise quand même d'un certain nombre d'observateurs,
a dénoncé lui-même les oligarques russes corrompus et il a dit que s'il s'était fait saisir des yachts de luxe dans les pays occidentaux, par exemple en Méditerranée, etc., ou dans les Antilles, eh bien que finalement c'était bien fait pour eux parce qu'ils n'avaient qu'à investir en Russie. Il a d'une certaine façon dénoncé le manque de patriotisme des oligarques russes qui avaient fait des fortunes rapides. Donc on peut... bon, je ne donne pas un satisfecit, mais enfin il a évoqué la question en attaquant des propres oligarques russes, des propres corrompus russes. Je vois en attendant que Joe Biden a présenté, c'est une espèce de conte de fées typiquement hollywoodien, il a présenté la Russie comme si c'était le pays corrompu dans le monde. Je rappelle quand même que selon toutes les organisations internationales, notamment par Transparency International, qui est d'ailleurs une émanation des États-Unis, le pays le plus corrompu, parmi les plus corrompus du monde, bien avant, bien pire si j'ose dire que la Russie, c'est l'Ukraine. Je rappelle aussi que tout le monde sait que le fils Biden a trempé dans des choses pour le moins peu ragoûtantes en Ukraine. Tout le monde sait également qu'il y a du détournement de fonds massif en Ukraine. D'ailleurs, Zelensky lui-même a débarqué récemment un certain nombre de responsables politiques qui avaient détourné de l'argent venant justement des pays occidentaux. Donc Joe Biden n'en a pas parlé. Joe Biden n'a pas parlé de la corruption qui sévit aux États-Unis. Et puis lorsque Joe Biden a repris le narratif habituel des États-Unis d'Amérique pour essayer de faire pleurer sur le sort des pauvres enfants en Ukraine, ou des pauvres personnes, des civils qui sont morts en Ukraine sous les bombes, je suis d'accord que c'est atroce. Mais d'abord, il faut avouer que Joe Biden n'a pas parlé de ce qui s'était passé depuis 2014 au Donbass. Et puis Joe Biden est quand même l'émanation d'une nation, des États-Unis d'Amérique, qui depuis 1945 ont dû faire au bas mot peut-être 20 ou 25 millions de morts civiles. Actuellement, ces jours-ci, on voit, c'est le discours de Joe Biden sur les crimes de guerre commis par la Russie. Mais enfin, il y a de quoi se mettre vraiment en colère tellement on se moque de nous. S'il y a bien un pays au monde qui n'a pas le droit moral de reprocher des crimes de guerre à la Russie, même si il y a sans doute des crimes de guerre commis par les Russes, mais s'il y a bien un pays au monde qui ne peut pas le faire, ce sont les États-Unis d'Amérique. J'ai remis sur un compte Twitter pour un seul exemple ce qui s'est passé avec la guerre en Irak, où d'après les sources américaines elles-mêmes, il y a eu 500 000 enfants irakiens morts sous les bombes américaine dans les années 80. Et donc il y a cette vidéo absolument terrifiante où l'on voit une journaliste de CBS qui demande à Madeleine Albright, qui était la secrétaire d'État américaine de l'époque, est-ce que finalement intervenir contre Saddam Hussein, ça valait le coup d'avoir fait 500 000 enfants irakiens morts? Et elle dit oui, c'est vrai que c'est difficile, mais on pense que ça valait le coup. Ça valait le coup. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie 500 000 enfants morts? Alors que ce soit ce pays qui, par ailleurs, a bombardé, a été le seul pays au monde à envoyer des bombes nucléaires sur des populations civiles à Hiroshima ou à Nagasaki, ce pays qui a fait des centaines de milliers de morts au Vietnam, au Cambodge, et ça continue en Afghanistan, en Syrie ou au Yémen en même temps, au même moment, franchement, c'est insupportable de tartufferie. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est le refus de l'histoire du côté des États-Unis. Joe Biden a soigneusement dans son discours, un discours d'ailleurs où il était très désagréable, parlant d'une façon vociférant, agressif, alors que Poutine était plutôt assez équanime. Il lisait un discours, mais il n'a pas fait des envolées. Alors qu'on sentait que Joe Biden, il y avait quelque chose de très acrimonieux dans son propos. Joe Biden entretient ce mythe, en fait, qui est celui des médias occidentaux. C'est que tout se passe comme si tout avait commencé le 24 février 2022. Lorsque l'on dit, je vois des trolls d'ailleurs qui viennent sur nos pages Twitter. Dès qu'il y a une insulte, ils sont virés immédiatement. Mais je vois des trolls qui sont... Je ne sais pas dans quelle langue il faut leur dire que l'affaire n'a pas commencé le 24 février 2022. De telle sorte qu'il y a des gens qui comparent Poutine à Hitler en disant « Regardez, mais c'est une mauvaise comparaison, je l'ai déjà dit. » Parce que de la même façon que certains reprochent à Poutine d'avoir
d'être intervenu en Ukraine. Je rappelle, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur les collabos, je vous y renvoie si vous ne l'avez pas vu, que c'était le discours des collabos français en 1941-1942 sous Vichy, dans l'entourage de Pétain ou de Marcel Déat ou de Doriot, enfin les grands collabos français. On expliquait aux Français que toute la Seconde Guerre mondiale venait en fait de la France et de l'Angleterre, qui avaient malencontreusement déclaré la guerre à l'Allemagne hitlérienne le 3 septembre 1939. Et que si ça n'avait pas eu lieu, on serait resté en très bons termes avec M. Adolf Hitler, qui était un homme tout à fait sympathique, avec lequel on aurait pu bâtir la nouvelle Europe. C'était le discours des collabos. Et les collabos, c'était absolument typique, refusaient de considérer que si le Royaume-Uni et la France avaient en effet déclaré la guerre à Adolf Hitler en 1939, après l'invasion de la Pologne, c'était pas sorti d'un chapeau, c'est parce qu'il y avait eu 6 ans auparavant, 6 ans et demi, entre janvier 1933 et septembre 1939. Pendant ces 6 ans et demi, les nazis avaient montré ce qu'ils savaient faire, si j'ose dire, avec l'incendie du Reichstag, qui était un incendie sous faux drapeau, qui avait permis de supprimer les partis politiques, avec l'édiction de lois raciales, comme les lois de Nuremberg de 1935, des lois antisémites et raciales, avec des pogroms, comme la fameuse Nuit de cristal en 1938, avec des centaines et des milliers de synagogues brûlées, de juifs assassinés, avec les camps de concentration. Le camp de Dachau, a commencé à être construit dans les mois suivant l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir. Avec également, en matière internationale, l'Anschluss, avec le rattachement de l'Autriche au Reich hitlérien. Puis ensuite le rattachement des Sudètes, c'est-à-dire de la partie occidentale de la République tchécoslovaque, qui avait mené à la conférence de Munich en 1938. Et donc pendant toutes ces années, j'ai oublié de mentionner le réarmement de la rive gauche du Rhin, j'ai oublié de mentionner les efforts militaires colossaux qui ont été faits par le Reich hitlérien dans les années 33, 34, 35, 36, 37. Voilà. Donc tout ceci, c'était un ensemble qui a expliqué pourquoi Londres et Paris ont fini par entrer en guerre contre l'Allemagne, à déclarer la guerre, parce qu'ils constataient que, en fait, le Reich hitlérien n'avait aucune promesse et continuait à s'étendre. Alors certes, il n'attaquait pas la France pour le moment, mais enfin, ils continuaient à s'étendre et à étendre leur emprise et, par ailleurs, à dynamiser leur force militaire. Si on veut bien comparer ça avec ce qui se passe, de la même façon que les collabos français en 1941-1942 refusaient que l'on parlât de ce qui s'était passé entre janvier 1933 et septembre 1939, de la même façon, les collabos des États-Unis d'Amérique dans notre pays refusent absolument que l'on parle de ce qui s'est passé au cours des 8 ans entre 2014 la révolution du Maïdan et le 24 février 2022. Pour eux, ça n'existe pas. Or, pendant ces 8 années, le régime qui a été renversé par les États-Unis d'Amérique, on sait que c'est une révolution de couleur, que ce soit le président Porochenko ou le président Zelensky, n'ont pas arrêté d'armer l'Ukraine secrètement. Et on le sait puisque Mme Merkel et M. Hollande ont expliqué que les accords de Minsk en fait, avait servi à gagner du temps. Si on veut bien entrer dans cette comparaison, vous vous apercevrez que les accords de Munich de 1938, c'est un peu la même chose que les accords de Minsk. C'est-à-dire que la France et l'Angleterre se sont fait enfumer par Adolf Hitler avec les accords de Munich. Ils ont cru qu'ils allaient garder la paix. De la même façon, je suis désolé de le dire et de nuire au narratif euro-atlantiste, de la même façon que Vladimir Poutine, il a signé les accords de Minsk, il s'est fait enfumer par les Occidentaux. Il a cru que c'était un moyen d'assurer la paix. Il a cru que par les accords de Minsk 1 et 2, les Ukrainiens accepteraient de donner une autonomie au peuple du Donbass, d'autoriser qu'ils parlent le russe, etc., etc. Et en fait, ils n'en ont rien fait. De la même façon que Hitler, à peine l'accord de Munich de 1938 était-il signé, qu'il envisageait tout de suite d'envahir la Pologne, de la même façon le régime Porochenko puis Zelensky a en réalité, à peine avait-il signé les accords de Minsk, il en a profité pour s'armer et pour aller bombarder les populations du Donbass avec des crimes épouvantables, comme à Odessa d'ailleurs, vous le savez peut-être.
D'ailleurs, ce ne sont pas des affabulations. Il y a quand même cette révélation extraordinaire dont je parlais à l'instant, que Mme Angela Merkel, ancienne chancelière d'Allemagne, et le président français Hollande ont eux-mêmes reconnu que l'Allemagne et la France, qui dans les accords de Minsk avaient donné leur signature officielle, comme quoi ils étaient les puissances garantissant l'accord, en réalité ne l'ont pas fait puisque c'était simplement pour gagner du temps, pour permettre à l'Ukraine de préparer justement leur division et leur armement. Alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas le droit d'exister à la télévision française. Ou plus exactement, quand quelqu'un en parle, c'est toujours accueilli avec un silence de cathédrale. Et on a affaire à des gens qui buguent. Voilà. C'est-à-dire, quelqu'un, quand vous dites ça, moi j'ai eu l'occasion de le dire, à des gens qui défendaient la position de Zelensky, quand vous leur dites ça, rien. Ils ne répondent pas, ils passent à autre chose, et donc ils continuent. Pour eux, ça n'existe pas. Je ne sais pas comment il faut leur dire que de la même façon que il y avait eu les 6 ans d'Adolf Hitler avant 1939, il y a eu les 8 ans du régime Porochenko-Zelensky avant 2022. C'est d'ailleurs pas la seule chose. Ce qui est absolument extraordinaire aussi, c'est de voir M. Biden qui présente la Russie comme un État terroriste et qui présente également l'OTAN comme une alliance extraordinaire pour défendre les démocraties. Voilà, qu'il faut surtout pas toucher à un cheveu d'un État de l'OTAN, que si jamais la Russie s'avise d'intervenir, de mettre un pied dans un pays de l'OTAN, ça serait tout l'OTAN tout entier serait vent debout. C'est quand même il faut quand même avoir honnêtement chapeau l'artiste. Il faut quand même avoir un certain bagou, un certain culot, quand on sait par ailleurs que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont commis un acte de guerre contre l'Allemagne et la France en plastiquant les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. C'est d'ailleurs quelque chose de très extraordinaire, ça aussi. C'est que les médias n'en parlent pas. Cette affaire de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui n'en est qu'à ses débuts, parce qu'il faut bien voir que la Russie porte l'affaire devant le Conseil de sécurité et maintenant la République populaire de Chine. C'est quand même quelque chose, c'est un événement absolument majeur. C'est à partir de cet événement que les États-Unis coupent l'Europe occidentale de ses approvisionnements en hydrocarbures bon marché venant de Russie. C'est à partir de ce moment-là que les États-Unis nous fourguent leur gaz de schiste extraordinairement polluant à 3, 4, 5, 6, 7 fois le prix de revenus. C'est à partir de ce moment-là que les États-Unis imposent un système économique à l'Allemagne et à la France qui les ruine. Il n'en est pas question. Alors je vous renvoie à ma conférence que j'ai faite, ma vidéo que j'ai faite justement sur cette affaire Nord Stream. Et tout ça est évacué, tout ça est absolument évacué par Joe Biden, qui n'en parle pas et qui raconte ses salades habituelles sur les démocraties contre les pays autocratiques, autoritaires, etc. Comme si d'ailleurs, les États-Unis d'Amérique ou la France avaient des leçons de démocratie à donner. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis, que ça n'est pas parce qu'en France, il y a des gens qui gueulent, qui se comportent d'ailleurs comme des charretiers, ou à l'Assemblée nationale, on l'a vu avec LFI, qui s'est comporté d'une façon absolument indigne, mais c'est pas pour autant que ça fait de ça une démocratie, puisqu'en définitive, là je parle d'un problème de politique intérieure française, en définitive, LFI va permettre à Macron de faire passer sa loi sur les retraites. Voilà. En réalité, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les élections en France sont complètement manipulées. Il n'y a pas eu d'élection en 2022. Macron a été réélu sans qu'il y ait le moindre débat, sans que quiconque, et notamment pas Madame Le Pen, lui demande de faire un bilan de ce qu'il avait fait. Et je suis bien placé pour savoir qu'en 2017, il y avait une telle disproportion de couverture médiatique en faveur de Macron et au détriment des autres, et notamment de moi, qu'on ne peut pas dire que ce sont des élections démocratiques. Ce sont des élections totalement manipulées. Voilà. Alors, au total, le discours de Joe Biden, c'est un discours de comédien, c'est un discours de théâtre, c'est un rôle qu'il tient. En définitive, c'était très ennuyeux, c'était très attendu.
enfin très attendu au sens très convenu. On savait ce qu'il allait dire, on n'a pas été déçus. Tout ça était en fait sans grand relief. Et surtout fondé sur des mensonges alignés les uns après les autres, parce que les gens sont quand même pas bêtes. Bien sûr qu'il y a des gens qui se nourrissent constamment avec les désinformations de LCI qui n'invitent toujours que le même type d'analystes. Mais il y a aussi beaucoup de gens en France comme ailleurs qui se renseignent et qui voient bien que ça marche pas, qui voient bien qu'il y a un truc, que c'est pas vrai, pourquoi va-t-on à une guerre mondiale pour défendre le régime Zelensky? Quand je vois que Joe Biden fait vibrer la corde sensible contre les nazis et voilà et contre l'autocratie, alors que c'est quand même le régime de Joe Biden qui est absolument truffé de néo-nazis. La meilleure preuve étant, je l'ai publié sur mon compte Twitter, que l'on a vu qu'il y a des soldats ukrainiens en formation en Allemagne, en République fédérale d'Allemagne. Eh bien, il y a le ministère de la Défense qui a été obligé de mettre dans les casernes un petit papillon, enfin une note de service pour expliquer qu'il fallait à ces chers soldats ukrainiens qui étaient en stage en Allemagne, qu'il fallait qu'ils évitent de faire des saluts hitlériens, des croix gammées ou des signes SS parce que c'était puni par la loi. En Allemagne, c'était puni d'une très forte amende et de plusieurs années de prison, 3 ans de prison. Voilà. Donc si ça n'était pas un véritable problème, je pense que le ministère allemand de la Défense ne se serait pas fendu de cette note de service. Voilà. Alors maintenant, quand je vois Joe Biden expliquer que c'est la catastrophe, la situation économique en Russie, ça fait doucement rigoler. Ou plus exactement, ça fait plutôt rire jaune. Quand je vois la situation en Russie où on va avoir entre 3,6 et 4% d'inflation d'après Vladimir Poutine, ou d'ailleurs, et là c'est pas Poutine qui l'a dit, c'est le Fonds monétaire international qui a fait valoir que la croissance en Russie serait supérieure cette année ou en 2024, je me rappelle plus, supérieure à la zone euro. Quand je compare le taux d'inflation en Russie de l'ordre de 4% au taux d'inflation dans la zone euro qui est aux alentours de 6 à 7%, sans compter dans certains pays de l'Est où elle est à plus de 20%, quand je vois la dette abyssale de la France, quand je vois au contraire que la dette de la Russie est très faible, quand je vois notre commerce extérieur qui s'est effondré en France dans des profondeurs absolument jamais vues, quand je vois la désindustrialisation de la France, où l'industrie ne représente plus en France que 9% du PIB, alors que la Russie finalement se porte finalement pas mal du tout. Voilà. Quand je vois le prix des hydrocarbures, quand je vois l'argent que remporte la Russie, Joe Biden, s'il avait été un homme d'État, aurait pu dire que les sanctions contre la Russie n'avaient pas fonctionné et qu'elles fonctionnaient dans le sens inverse. Ce n'est pas le cas. Donc en tout cas, quand on connaît les choses, quand on voit les deux discours, eh bien on a l'impression que Joe Biden, c'est une succession mais de mensonges qui sont pharaoniques, des mensonges, des affirmations, et puis on joue sur le côté sentimental, le côté émotionnel, sans jamais entrer dans le moindre discours géopolitique avec de la hauteur de vue. Le discours de Vladimir Poutine, en revanche, on peut ne pas être d'accord avec toute une série de choses qu'il a pu dire. Je ne suis pas là, même si je sais que certains veulent absolument me faire passer pour quelqu'un qui est commandité par Vladimir Poutine. Non, je suis là pour dire ce que je pense de façon sereine, de façon objective. De façon objective, il y a des choses, bien sûr, en Russie qui ne vont pas. C'est un régime autoritaire. Mais enfin, un régime autoritaire où il y a quand même des opposants qui demandent la destitution du président Poutine sur les médias. Moi, j'ai pas vu qu'en France, il y ait quelque opposant que ce soit qui demande la destitution du président Macron. Ce que je demande depuis 2018 est absolument interdit d'antenne. Et aucun parti politique en France ne le demande. Bien. En attendant, Vladimir Poutine a fait un discours avec de la hauteur de vue. Une hauteur de vue qui, si on y réfléchit bien, fait quand même réfléchir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un gouffre maintenant qui est en train de se creuser, qui s'est creusé entre le monde occidental d'un côté, dirigé par les États-Unis, et la Russie de l'autre côté, sachant que derrière la Russie, il y a la grande majorité des États du monde en réalité. Quel est ce gouffre ? Eh bien, si je veux résumer tel que je vois les choses,
tel que je vois les choses, si je veux résumer l'histoire depuis une centaine d'années, la Russie s'est séparée du monde occidental. Alors c'est pas nouveau, hein. Vous savez que c'est une grande tendance de l'histoire russe depuis des siècles et des siècles. C'est que c'est un pays qui est très très vaste et qui est à la fois européen et asiatique. Et la plus grande partie de son territoire est sur l'Asie. Et donc il y a toujours eu dans l'histoire de la Russie une tension interne entre une partie des Russes qui regardent vers l'Ouest, les occidentalistes, qui ont envie d'imiter l'Occident, au premier rang desquels on nommera par exemple le grand tsar Pierre le Grand, qui, au tout début du XVIIIe siècle, était venu jusqu'à la cour de Versailles, s'était arrêté aux Pays-Bas dans un chantier naval pour construire lui-même, pour travailler comme ouvrier pour construire des navires, avait voulu s'inspirer de l'Occident de l'époque, donc la cour française sous Louis XIV, les Provinces-Unies, etc., pour voir ce qu'il y avait de mieux en Europe occidentale pour l'imposer à la Russie. Le tsar modernisateur Pierre le Grand, Pierre Ier, de la dynastie des Romanov. Et on trouve tout au long de l'histoire russe des modernisateurs, des occidentalistes, que ce soit en matière politique, que ce soit en matière de la littérature ou des arts. Et puis on trouve l'autre côté, c'est ce que l'on appelle le courant slavophile, de Slaves, qui est un courant très puissant, qui considère que la Russie, en fait, a sa civilisation propre, n'est pas l'Occident, a des particularités civilisationnelles. Cette partie de la population russe considère qu'ils sont méprisés de façon quasiment raciste par l'Occident. C'était d'ailleurs assez perceptible dans le discours de Vladimir Poutine, que les Occidentaux les méprisent, les considèrent comme des Untermenschen, c'est ce que disait d'ailleurs Adolf Hitler. D'ailleurs, je rappelle que le mot slave a donné le mot esclave, et ça se dit pareil d'ailleurs en anglais, slave. Et donc ce courant slavophile, c'est un courant qui se méfie de l'influence pernicieuse du monde occidental et qui préfère se refermer sur lui-même. Et donc là aussi, on va trouver des exemples. Par exemple, dans le courant modernisateur, vous aurez, je l'ai dit, Pierre le Grand ou bien la Grande Catherine de Russie. Dans le courant plutôt de refermement sur soi, vous aurez par exemple la période stalinienne, qui est typiquement un renfermement vis-à-vis de l'Occident. Gorbatchev s'inscrit dans le courant, et Boris Yeltsin encore plus, occidentaliste, alors que Vladimir Poutine s'inscrit dans le courant slavophile. En littérature, par exemple, Dostoïevski est par excellence l'auteur slavophile. Alors, ce qu'a dit Vladimir Poutine, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a dit que son devoir à lui, c'était de conserver la civilisation russe telle que les Russes l'ont héritée de toutes les générations antérieures, que l'objectif qu'il devait avoir, c'était de conserver cette civilisation et cette identité pour la transmettre comme cela à leurs enfants, à leurs descendants. Et il a dit que ça, c'est justement ce que l'Occident ne voulait pas, puisque l'Occident, pétri de woke culture, de cancel culture, voulait imposer au monde entier non seulement un monde unipolaire, mais sa vision des choses, et ça, il n'était pas d'accord. Alors, encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, il est un fait que Vladimir Poutine a posé le problème au plus haut niveau des guerres de civilisation. Alors que Joe Biden n'en a pas parlé. Que Joe Biden est resté dans le blougui-goubla là, des démocraties versus les autorités, les pays autocratiques. Il y a, si vous réfléchissez à l'histoire depuis 100 ans de la Russie, quelque chose, un chassé-croisé très intéressant, incroyable même, c'est que à partir de 1917, la Russie s'est coupée du monde occidental de nouveau, après les réformes pourtant de Stolypine sous Nicolas II. La Russie était avec un tsar occidentaliste. À partir donc de la Révolution d'Octobre, la Russie se recentre sur son côté slavophile. Et donc la Russie s'est opposée au monde occidental, mais si vous y regardez bien, la Russie s'est opposée, l'Union soviétique s'est opposée au monde occidental sur un modèle économique, la théorie marxiste-léniniste. C'est-à-dire qu'en fait, l'opposition radicale portait sur l'organisation économique de la société, avec le monde soviétique
qui avait peu ou prou interdit la propriété privée, en tout cas des moyens de production. La petite propriété privée était autorisée, mais les moyens de production devaient être entièrement nationalisés. Et donc l'Union soviétique était devenue le fer de lance de la pensée communiste et anticapitaliste. Alors que le monde occidental était, sous la houlette de Londres et de la bourse de Londres puis de la bourse de New York, le temple du capitalisme. Mais si vous y réfléchissez bien, cette opposition-là ne se retrouvait pas au niveau des valeurs. C'est-à-dire que ce soit aux États-Unis ou bien en Union soviétique, il y avait des valeurs transcendantes héritées du christianisme qui prévalaient. Je ne dis pas qu'elles étaient forcément toujours bien appliquées. Je sais bien que l'Union soviétique, c'était un pays qui pourchassait la religion, qui avait fermé beaucoup d'églises. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y avait la même vision des choses dans les deux camps sur ce que c'est que le bien, le mal, la beauté, la laideur, la famille, la patrie, l'existence, les grands commandements de Dieu, des religions. Ils avaient en fait la même vision sociétale. Et par un chassé-croisé assez extraordinaire, il s'est passé qu'à partir de 1968 en Occident, la France a vécu mai 68, mais c'est une espèce de vague révolutionnaire qui a balayé le monde occidental à la fin avec les années 60 et 70. Le monde occidental a progressivement abandonné ses valeurs traditionnelles. C'est allé d'ailleurs de pair avec le Concile de Vatican II remettant en cause les enseignements de l'Église traditionnelle. Et donc on a vu apparaître une société nouvelle en Occident fondée sur l'hédonisme, c'est-à-dire le plaisir individuel, l'individualisme forcené, le refus du collectif, le refus des contraintes, et en fait progressivement une espèce de refus de tout devoir moral, sauf ceux qui étaient dictés par les dirigeants, notamment de combattre tel ou tel pays du monde. D'où effectivement le développement de la cancel culture, etc. Or, un paradoxe assez incroyable de l'histoire, l'Union soviétique n'a pas connu mai 68 ni le phénomène 68. Et lorsque le communisme s'est désagrégé, on a retrouvé une société qui était une espèce de société comme était la société des États-Unis d'Amérique ou la France des années 1950 et 1960. Il y a donc une espèce de décalage de temporalité. Et aujourd'hui, par ce paradoxe étonnant, la Russie maintenant a abandonné le principe de l'économie communiste. La Russie même si elle conserve de grandes entreprises publiques, la Russie a reconnu la licéité de l'appropriation privée des moyens de production. Il y a des bourses de valeur, il y a des entreprises capitalistes en Russie. Donc finalement, la Russie a retrouvé le mode, le substrat économique global du reste du monde occidental. En revanche, maintenant nous n'avons plus les mêmes valeurs sur les sujets sociétaux, les sujets religieux, les sujets sociétaux, les valeurs transcendantes que la Russie. Voilà, ça sort tout à fait de ce discours de Vladimir Poutine. Alors c'est intéressant parce que lorsque Vladimir Poutine, par exemple, rappelle qu'une famille, c'est un père et une mère, c'est un homme et une femme, il a bien le soin de préciser que s'agissant de LGBT, les gens font ce qu'ils veulent dans la vie, dans la sphère privée, mais qu'il n'en demeure pas moins qu'il y a des sujets sur lesquels il y a un consensus de la société orthodoxe et de la société russe. Il en parle aussi des enseignements. Il dit que l'enseignement doit apprendre le beau et non pas le laid, que l'enseignement doit apprendre l'amour de la patrie, doit apprendre l'histoire de sa propre patrie. Tout ça, finalement, ce sont les valeurs qu'il y avait en France dans les années 1950, 1960, 1970. Voilà. Et donc il y a un choc maintenant frontal avec ce qu'est devenu le monde occidental. Et Vladimir Poutine, donc, encore une fois, vous pensez ce que vous voulez, mais il faut reconnaître à Poutine de mettre ce débat sur la table au vrai niveau. Alors que pour Biden, le débat n'existe pas. C'est comme si tout ce que disaient les États-Unis
de toute façon devait s'imposer au reste du monde et que ceux qui ne l'acceptent pas, en fait, eh bien, sont des horribles sociétés autoritaires. Il n'est pas sûr qu'à ce petit jeu, le monde occidental l'emporte. Parce que il y a un passage terrible dans le discours de Vladimir Poutine, c'est que lorsqu'il accuse directement les dirigeants occidentaux de verser dans la folie, il le dit. Il dit que c'est de la folie. Et il dit que le monde occidental, en gros, ne tourne plus rond. Eh bien, que ça plaise ou pas, il se trouve qu'il y a beaucoup de pays dans le monde, notamment la Chine, notamment la Turquie, notamment les pays arabo-musulmans, notamment l'Iran, notamment la plupart des pays d'Afrique, quelle que soit leur religion, notamment un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est, d'Océanie, d'Amérique latine, qui sont en fait d'accord avec Vladimir Poutine. Lorsque Vladimir Poutine parle d'un monde multipolaire où chacun doit défendre sa civilisation, sa conception du monde, lorsque Vladimir Poutine dit que le monde orthodoxe n'a pas envie d'embrayer sur ce que disent les États-Unis sur ces sujets sociétaux, eh bien, il se trouve que dans le monde, il y a énormément de pays du monde qui sont d'accord avec ça. Ils n'ont pas envie que ce soit les États-Unis d'Amérique qui imposent leur idéologie. Voilà. Alors, ce discours en France, bien sûr, est présenté de façon caricaturale dans les grands médias, qualifié d'extrême droite, bien sûr. Mais maintenant, comme en France, maintenant, dès que vous émettez le moindre doute, la moindre critique sur la politique américaine, vous êtes d'extrême droite. Maintenant, ça n'est plus discriminant. Je veux dire, maintenant, pratiquement tout le monde est d'extrême droite en France, ce qui est lamentable. Ce qui est lamentable parce que, à force de galvauder un qualificatif, on finit par en perdre la mise en garde qui devrait en découler, parce que la vraie mise en garde, c'est qu'actuellement, moi, je connais un régime qui est un régime d'extrême droite, c'est l'Ukraine, et un régime qui n'en est pas loin, c'est la France, puisque je rappelle quand même que nous avons en France, sous un couvert de vernis de démocratie, un autocrate qui prend des décisions sans en parler à quiconque, qui prend notamment des décisions sur la guerre en Ukraine, sur l'envoi de soldats, de millions d'euros, sur l'envoi de matériel militaire, sans jamais avoir demandé au peuple souverain s'il était d'accord. Et pourquoi ne le demande-t-il pas ? Parce qu'il sait que s'il y avait un référendum en France, très probablement les Français seraient hostiles. Voilà. Donc, en France, le débat est absolument interdit, mais il y a quelque chose qui est en train de se produire, c'est le décalage croissant qu'il y a entre les dirigeants du monde occidental et les populations du monde occidental. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y avait, les anciens Grecs parlaient de deux divinités qui s'appelaient Hubris et Némésis. Hubris, c'était le sentiment de toute puissance que confèrent des victoires les unes après les autres. Et les anciens Grecs disaient que cette divinité, qui pouvait favoriser le destin d'un homme politique à un moment donné de sa vie, eh bien, était toujours suivie d'une autre divinité, Némésis. Némésis, c'est la vengeance, c'est-à-dire en fait que très rapidement, eh bien, le destin se retournait contre celui qui avait eu trop de chance et à qui ça montait à la tête. Les exemples prolifèrent dans toute l'histoire du monde. On peut penser à Alexandre le Grand, déjà, sous la Grèce antique, mais à l'époque récente ou contemporaine, Napoléon Ier, qui avait créé un empire extraordinaire, qui s'était effondré à partir d'ailleurs du moment où il s'est attaqué à la Russie. On pourrait parler aussi d'Adolf Hitler, qui a connu des victoires extraordinaires jusqu'en 1941, mettant comme Napoléon à genoux une grande partie de l'Europe. Et puis Adolf Hitler qui a été cassé lorsqu'il s'est attaqué lui aussi à la Russie. Et ce que pensent les autorités russes, ils ne l'ont pas dit exactement comme ça, mais je suis persuadé que c'est ce que Vladimir Poutine a à l'esprit lorsqu'il cite et recite l'histoire, les enseignements de l'histoire, c'est que le monde occidental aujourd'hui est victime justement de cette hubris, c'est-à-dire de cette folie des grandeurs qui croit que depuis l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis d'Amérique
peuvent dominer le monde, diriger la planète entière, imposer leur volonté, leur conception du monde, leur vision sociétale à la planète entière. Or, comme le disaient les anciens Grecs, Némésis arrive. Némésis, c'est la vengeance, c'est-à-dire que les Occidentaux s'attaquent à la Russie et ce que pense profondément Vladimir Poutine, c'est que pour la troisième fois, après Napoléon, après Hitler, l'OTAN cette fois-ci se cassera les dents et au-delà de se casser les dents, fera s'effondrer ce prodige qui avait été cette volonté de dominer le monde entier. Voilà ce que nous enseignent les débats d'aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment des sujets qui devraient être sur la table, dont on devrait pouvoir débattre de façon posée, sereine et intelligente dans le débat actuel sur les grands médias français. Vous savez que c'est interdit, vous savez que les mêmes qui nous donnent, comme Biden, des grandes leçons de démocratie, qui nous expliquent que Vladimir Poutine a transformé ces médias en outils de propagande, ce qui est certainement exact, mais enfin qu'on ne vienne pas nous dire que les médias seraient libres en France. Je suis la preuve vivante de ce que la presse française est extraordinairement verrouillée, qu'elle interdit les véritables opposants d'avoir accès aux médias. Et quand il s'agit de faire une pluralité d'expression, eh bien il donne, c'est la fameuse recette du pâté de cheval et d'alouette, comme on disait au début au 19e siècle, c'est-à-dire un pâté qui est fait avec un cheval atlantiste et une alouette qui est russophile, c'est-à-dire qu'évidemment on ne sent pas l'alouette qui est minuscule, mais on sent le cheval. Voilà. Donc en réalité, la presse occidentale, de temps en temps, donne une miette pour avoir un point de vue différent à une telle ou telle personne, mais qui est toujours présentée d'une façon très dépréciative et très encadrée. En revanche, 95%, 98% de ce qui est dit joue le narratif de l'OTAN, et notamment avec les journalistes ou les commentateurs qui sont censés être des gens objectifs et qui ne le sont pas du tout. Voilà les enseignements. Réfléchissez à tout ça. Revisionnez éventuellement cette vidéo si vous l'avez trouvée un petit peu compliquée, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'idées dedans, et que ces idées qui sont mises sur la table, ça n'est pas Joe Biden qui les y a mis. Je suis désolé de le dire pour ceux qui en pincent pour Joe Biden. Ce n'est pas Zelensky non plus. Celui qui met les problèmes sur la table, c'est Poutine, c'est la Russie. Et ce qui est intéressant, c'est que je sais que mes vidéos sont extrêmement vues dans beaucoup de pays francophones, notamment au Maghreb ou bien en Afrique. Et je sais, ou au Moyen-Orient francophone comme au Liban, je sais que parmi les gens qui m'écoutent, au Québec aussi, et puis bien sûr en Belgique, en Suisse romande, enfin je ne vais pas dire tous les pays francophones, on est beaucoup écoutés, eh bien je sais que dans beaucoup de pays du monde, on considère en effet que le débat posé par Poutine est le vrai débat. Est-ce que la planète doit devenir un monde unipolaire appliquant les directives de l'État profond américain? C'est ce que certains appellent le nouvel ordre mondial. Ou est-ce que ce nouvel ordre mondial est voué à exploser, peut-être à l'issue de cette affaire ukrainienne, auquel cas c'est un monde multipolaire qui se présenterait. Alors l'affaire est d'une très grande importance puisque les Russes jouent la survie de leur propre nation, il faut bien le comprendre. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, il y a des projets de démantèlement de la Russie, donc de démantèlement physique. C'est la raison pour laquelle je suis absolument convaincu, je ne suis pas le seul, que la Russie préférera utiliser un armement nucléaire plutôt que de se laisser démanteler. C'est pour ça que l'affaire est très grave. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'affaire est également très grave aussi du côté occidental, notamment du côté américain. Parce que si ce n'est pas l'existence même des États-Unis d'Amérique qui est menacée par cette affaire, ce qui est menacé, c'est le dollar. Et si Vladimir Poutine, avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Afrique du Sud, avec d'autres pays, arrive, avec la Turquie qui veut entrer, à bâtir une alternative au dollar, si c'est la fin de la dollarisation du monde, ça sera la fin de l'hégémonie américaine qui aura duré finalement, en gros, un siècle. Voilà ce que j'avais à dire. Vous me permettrez de conclure en disant que ce qu'il manque à tout ça, c'est la voix d'une France libre, souveraine et indépendante qui pourrait essayer de faire prévaloir sa propre vision des choses entre celle de la Russie et celle des États-Unis d'Amérique. Mais pour ça, il faudrait que la France soit sortie
de ces entités qui l'asservissent, qui s'appellent Union européenne, Euro et OTAN. Vive la République et vive la France.